parti. Salut Ouais, Milan. salut Kevin. Hello, comment ça va? Eh Passé de ben, bonnes vacances? grave. Bon, Parti un petit peu en vacances. Bonne coupure. Ça pourrait faire un épisode. Faut-il prendre des vacances en tant qu'entrepreneur? Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. moi j'ai Mais une réponse, vraiment, c'est oui, prenez des direct. vacances. Grave. Donc, très cool. Et toi, t'es parti? Ouais, je suis un peu parti, ça fait du bien de couper et franchement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, tu vois, de rebooster un petit peu pour la suite, pour cette année. Donc, je pense que ça va vraiment être pas mal et c'est vraiment un truc. J'espère que si vous nous regardez, vous avez également pris des vacances parce que si vous montez une boîte, ça pompe un max d'énergie et je trouve que tu vois, ce qui a été très difficile, c'est de vraiment couper. Tu sais, il y a un entrepreneur qui part, il dit je coupe juste parce qu'il part en fait. Non, là, c'est vraiment couper et c'est-à-dire que tu réponds presque pas à ton portable, à tes potes bien évidemment. Mais tu regardes pas les mails, tu t'allumes pas ton ordinateur. Je trouve que ça, c'était très difficile. Tu vois, moi, dans les 2-3 premiers jours, c'est assez chaud. Mais après, le fait de se donner vraiment une routine ou d'avoir des projets autour, ça m'a vachement aidé. Et ça, c'est une vraie coupure qui a fait la différence, en fait, T'as pour réussi. moi. Je sais pas si toi, tu as des facilités à faire ça, mais moi, c'est quelque chose qui est très Compliqué, difficile. mais pour simplifier, on a mis toute l'équipe en vacances. Donc, on a fermé notre market pendant 15 jours. Ce qui fait que n'ayant pas d'équipe et ayant tous les emails paramétrés avec l'absence, puis sur les 15 premiers jours d'août, on va pas se mentir, c'est de la période un petit peu au ralenti. Et puis surtout, je suis parti sans ordi en vacances. Du coup, Ah ouais. tu sais, T'as j'ai poussé le imposé, truc encore plus loin, ouais. en prenant pas l'ordi, j'ai imposé le fait de ne pas pouvoir bosser. Mais le fait de ne pas avoir l'équipe, de partir sans ordi, de partir aussi dans un cadre des paysans, franchement, ça fait du bien. C'est à faire plus souvent. C'est pas facile à faire plus de fois dans l'année, hein. C'est vrai, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu es un peu coincé par la nécessité de faire tourner la boîte, mais ça fait vraiment du bien. Ouais, carrément. Bon, bah Mais bref, écoute, ça pourrait vraiment être un sujet, mais on a d'autres sujets aujourd'hui. back to work. Et effectivement, du coup, grand retour de No Code and Money. Là, on va réassurer de la continuité donc sur ce podcast cette année parce que ça nous a bien plu, donc on va continuer. On va toujours essayer de faire cette régularité, donc un épisode toutes les 2 semaines, toujours avec le même format. Au début, 2 petits sujets autour du no-code et de projets de side projects qui nous ont bien plu et qu'on pense que vous pourriez faire avec des outils no-code pour pouvoir vous lancer. Et ensuite, un sujet plus de fond qui est soit un sujet en fait plus général qu'on a vu passer dans l'actualité, ou aussi on va essayer de faire des sujets plus autour de nos boîtes parce que en fait, Kevin et moi, on a tous les deux entrepreneurs, mais on n'a pas forcément des visions qui sont tout le temps les mêmes et on pensais que c'était intéressant effectivement de se contredire ou en tout cas de voir nos différents points de vue dessus. Et puis si jamais vous ça vous intéresse, n'hésitez pas également sur la chaîne YouTube à pouvoir commenter, hein. On vous répond à chaque fois. D'ailleurs, en parlant de cette chaîne YouTube, merci beaucoup parce que on a reçu pas mal de messages en fait sur ça cet été de personnes qui avaient pris un peu de retard sur No Code and Money, ça c'était pas bien, mais qui l'ont rattrapé et effectivement qui ont justement qui ont justement rattrapé ce retard, qui nous ont fait pas mal de retours positifs et de points d'amélioration possibles. Donc vraiment, n'hésitez pas à continuer, soit à écrire à Kevin, soit à m'écrire à moi si vous avez des sujets ou des idées pour améliorer le podcast. Et puis continuez également à vous abonner. Ça monte doucement, mais j'ai envie de dire sûrement sur YouTube. On est à plus de 400 abonnés, sans particulière communication dessus, à part dans nos newsletters. Donc franchement, on est sur de l'organique assez sympa, j'ai envie de dire. Donc on va continuer comme ça. Encore une fois, il n'y a pas un projet autre que celui d'essayer de discuter de sujets qui nous intéressent avec Kevin et qui potentiellement vous intéressent vous. Et puis c'est plutôt bien comme ça. Donc on va commencer cette nouvelle année donc toujours avec 2 petits sujets et un gros sujet. Les 2 petits sujets qu'on va aborder, le premier c'est alors pour ma part un sujet autour de facture Airtable qui a été fait par un gars qui s'appelle Pierre-Louis Labonne, que j'ai découvert en fait aujourd'hui et que je trouve assez intéressant à vous présenter. Et Kevin va vous parler de bootstrapper.com qui est un média et qui va nous donner sûrement un prochain sujet donc qui va être assez intéressant. Et le gros sujet du jour, ça va être celui de se demander en fait, est-ce que monter une boîte en remote
c'est la meilleure idée de fin 2021 ou de 2022? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour cette nouvelle année? On a pas mal entendu en fait au niveau du télétravail qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le Covid. Il s'avère que Kevin, toi, toutes tes équipes sont en remote. Moi, pour ma part, en fait, on est plus sur du présentiel. Donc, on voulait en fait aborder ce sujet-là sur ces différents points. Et on va faire ça tranquillement. Premier sujet, Kevin, tu voulais nous parler de bootstrapper.com. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vous ai déjà parlé de MicroAcquire. On a déjà parlé plusieurs fois, qui est une plateforme qui cartonne, qui a levé des fonds, qui cherche à venir disrupter le marché du M&A sur les SaaS, plus particulièrement sur le marché international. Et juste avant les vacances, pour ceux qui ont bien suivi, celles et ceux qui ont bien suivi, on a fait un épisode sur l'intérêt et l'importance que ça peut avoir de monter un média pour lancer ton business. Là, en l'occurrence, MicroAcquire, ils sont déjà lancés. Ils génèrent déjà plus de 850 000 dollars d'ARR, donc à l'année. Ils viennent de lever plus de 6 millions de dollars auprès d'une cinquantaine d'investisseurs. Ils ont fait 2 levées de fonds à la suite. Et ils lancent un média qui s'appelle bootstrappers.com, qui est l'antithèse de ce que TechCrunch fait. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La stratégie de lancement de Andrew, ça a été de s'attaquer, entre guillemets, à TechCrunch. Alors, sur des arguments très valables, hein. TechCrunch, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un média toujours reconnu dans l'univers de la tech, mais qui publie pas grand-chose d'autre que des informations sur des levées de fonds. Concrètement, si tu n'as pas levé de thunes, il y a peu de chances que TechCrunch s'intéresse à ta boîte, ce qui est un peu dommage. La réalité, c'est que TechCrunch aujourd'hui, c'est une boîte de RP, hein, tout simplement. Exactement. Ils font que ça. Ils reprennent que en fait des news que tu leur envoies et ils doivent en avoir des dizaines de milliers chaque jour. Il faut choisir dedans un point barre, je pense. Donc, ils prennent ceux où il y a de la levée de thunes. Plus la levée elle est intéressante, mieux c'est. Et partant de ce constat, Andrew, qui au passage n'a pas obtenu les relais dans TechCrunch qu'il voulait obtenir pour MicroAcquire, donc il doit y avoir un peu de personnel et beaucoup de marketing dans tout ça aussi. En tout cas, c'est bien orchestré. Mais partant de ce principe, décidé de lancer bootstrappers.com avec un objectif qui est de ne relayer que des histoires de business bootstrappé, donc monter sans lever de fonds sur tes fonds propres, à ta propre sueur et tes propres thunes, quoi. Ça a bien fait le buzz. Évidemment, quand tu t'attaques à TechCrunch, c'est quand même mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Ça a fait un joli lancement sur Product Hunt. Ils ont été premiers quasiment immédiatement. En même temps, vu la communauté qui suit MicroAcquire, c'est plus de 50 000 inscrits dans leur database. Donc, évidemment, ça a tout pété le jour où ils ont lancé. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de la stratégie de lancement qui pourrait être... on pourrait débattre du fait de est-ce qu'il faut te faire des ennemis, est-ce qu'il faut clasher tes concurrents ou tes ennemis pour lancer ton business. Ça, moi, je ne suis pas super fan. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'idée de créer un média qu'on évoquait avant les vacances, j'ai trouvé que c'était un bel exemple à partager de boîte qui est déjà établie et qui va aller en créant ce média, finalement, vous l'aurez deviné, demain, tous les gens qui vont être interviewés sur bootstrappers.com, si un jour ils doivent aller vendre leur business, qui est-ce qu'ils vont aller voir? Ils ne vont pas aller voir ailleurs que MicroAcquire. Donc, bon moyen de nourrir le hype autour de bootstrapper votre boîte, monter des SaaS, et excellent moyen de pousser aussi tous ces gens-là qui vont être interviewés à venir valoriser leur business sur MicroAcquire et un jour de le vendre. Ouais, écoute, ça me fait penser à un autre site, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle starterstory.com. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tu connais? Non. Et en gros, c'est un peu sur le même délire. Le gars, justement, ce qu'il fait, c'est que il raconte des histoires, en fait, de gars et de nanas, en fait, qui ont bootstrappé des business, hein, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il met en avant l'histoire de l'entrepreneur et en même temps, il met en avant toutes les données qui ont trait à l'entreprise que le gars ou la nana a démarré.
C'est assez intéressant parce que, Très en fait, intéressant. t'es dessus? Ouais. Ouais, et c'est assez intéressant. Il montre, hein, est-ce que c'est du full time, est-ce que c'est un side project, etc. Et les revenus qui vont avec. Et je trouve ça hyper cool. Alors, je sais pas si il a effectivement, comme MicroAcquire, de quoi pouvoir justement vendre les sites derrière. Peut-être il a d'autres business. Mais par contre, en fait, lui, il a tout un business autour de démarrer son side project, démarrer son entreprise, démarrer son business et mettre en avant ces entrepreneurs dont finalement TechCrunch n'aurait jamais parlé, alors que pourtant, Mm. franchement, moi je vois des trucs rien que sur la home en fait avec 1,5 million d'MRR ou 500K d'MRR, etc. Donc vraiment des choses qui sont finalement assez importantes et dont j'avais jamais entendu parler. Et tu vois, je suis quand même un lecteur Ouais. de TechCrunch comme beaucoup de personnes. Et je trouve ça hyper bien, en fait, d'essayer de faire passer l'histoire et pas seulement la levée de fonds. Parce que finalement, la levée de fonds, c'est juste un moment particulier. Ça veut pas dire grand chose sur ta boîte, à part peut-être que c'est une hype ou une tendance pour telle ou telle niche ou tel VC, mais vraiment d'essayer de le faire partir autour de l'histoire de l'entrepreneur. Je pense que c'est effectivement des choses auxquelles on s'attache. Le gars a carrément réussi à en faire un business sur Starter Story, donc c'est pas non plus c'est pas impossible que peut-être MicroAcquire avec Bootstrap.com puisse évidemment le monétiser à un moment donné, mais eux, ils ont vraiment un business qui est attenant derrière et qui est MicroAcquire, donc peut-être pas d'intérêt. Mais voilà, je voulais également partager ça parce que tu vois, je viens d'y penser à l'instant et en fait, c'est assez cool. Donc Très ça peut intéressant. rejoindre un petit peu ce côté histoire de l'entrepreneuriat, enfin de l'entrepreneur. Clairement. Et je serais pas surpris un jour que MicroAcquire aille faire une offre d'achat à Starter Story pour mettre Franchement, leur database de projets à vendre. Andrew, si tu nous écoutes, tu penseras à nous de t'avoir donné l'idée. Tu penseras à Minette de t'avoir donné l'idée dans bah, le vas-y, podcast. on split, on partage, y a pas de souci. Ok, trop cool. Je pense que ce qui serait pas mal, c'est peut-être d'en faire un, un sujet sur No Code and Money, alors soit la prochaine fois, soit à un autre moment, sur est-ce qu'effectivement partir au clash, parce qu'évidemment, c'est ce que tu sembles dire en fait, c'est que Andrew, il est allé clasher directement en TechCrunch. Est-ce que clasher un gros concurrent, c'est un moyen de se démarquer? C'est sûr que tout ce qui est clash, finalement, ça fait parler beaucoup les réseaux sociaux, ça fait parler beaucoup les journalistes. C'est une stratégie, je pense qu'on pourrait peut-être évoquer ça dans un plus long sujet sur Ça peut être un sujet. Il le y a plein clash comme de livres en stratégie, plus, quoi. hein. On en connaît pas mal. On en a déjà discuté plusieurs fois parce que c'est souvent une source de débat sur comment tu gères le clash. Parce que c'est pas que créer le clash toi en tant qu'entrepreneur, mais comment des fois tu gères aussi le clash créé par, enfin, sur des tentatives de création de clash de la part de concurrents. Ouais, ça pourrait être un sujet. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse par les clashs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra réfléchir. On a pas mal d'exemples, à mon avis. Ça va balancer les noms, donc oui, On va partir au clash. c'est sûr. Bon, cool. Tu Voilà. voulais rajouter quelque Là, chose dessus non, ou pas? c'était rapide. C'était vraiment histoire de montrer un exemple par rapport au dernier épisode qu'on a fait qui a été publié juste avant l'été. Donc, il a fait un peu moins de vues que les autres. Et je sais pas. Et quand j'ai vu cet exemple-là, je me suis dit, j'aurais voulu en parler pendant cet épisode. En l'occurrence, ça a été lancé juste après. MicroAcquire, c'est un concurrent en quelque sorte de Dot Market. En tout cas, ils attaquent le même marché, même s'ils ne l'attaquent pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça assez génial qui lancent ça, en fait, et qui viennent utiliser un marché et lancer ce média qui, à mon avis, a du potentiel. S'ils tiennent le choc sur la partie création de contenu, il y a du potentiel. Ok, faut quand même être lourd sur la création de contenu derrière parce que je pense que il y a quand même de la grosse concurrence sur le sujet, quoi. Ils viennent de lever 6,5 millions. Je pense que ils ont un Ça petit devrait. budget de création de ils- contenu qui doit être pas dégueulasse. Ouais, c'est clair. Non, ça fait rêver. Ok, cool. Bah, merci pour ce premier sujet. Moi, ce dont je voulais te parler, c'était un autre petit site en fait que j'ai découvert globalement aujourd'hui Je te et le partage. qui m'a bien plu. Ouais, si tu as le lien, ouais, ça s'appelle Vas-y. Airtable Invoice Maker.
Alors tout simplement, en fait, c'est un site qui vous permet, en fait, depuis Airtable, d'avoir des designs d'invoice, donc de facturation, qui sont pas trop dégueulasses. Le souci, c'est que donc ça a été lancé en fait par un freelance qui est français, qui s'appelle Pierre-Louis Labonne. Et en fait, le souci qu'il y avait finalement sur pas mal de factures, je pense qu'il y a pas mal de freelances qui vont se retrouver derrière, c'est que en règle générale, les factures sont plutôt assez dégueulasses. La plupart sont faites sur Excel, notamment quand tu es freelance et tout. C'est pas super beau. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est tu vas sur Photoshop et tu fais ta facture. Alors Canva si tu veux gagner un tout petit peu plus de temps, mais bon, ça reste un petit peu compliqué pour automatiser finalement ta facturation et pour avoir quelque chose de joli. Et là, ce qu'a fait Pierre-Louis, c'est tout simplement permettre en fait d'avoir des facturations qui sont assez sympas via Airtable. Donc en fait, il y a juste à changer les données, il suffit de cloner en fait le Airtable et directement ensuite tu peux éditer tes factures, tout est déjà prêt et tout est expliqué dans la documentation. En fait, ce qui m'a plu dessus, c'est que c'est vraiment un typique du side project qui est vraiment abordable et qui est, je trouve, plutôt bien exécuté parce que déjà visuellement, il a vraiment fait un effort. C'est franchement très très stylé ce qu'il a fait. Donc déjà c'est un vrai bon point pour lui. Et bon, quand tu essayes de vendre finalement du design, c'est plutôt bien de mettre le paquet sur le design de ton site. Après, il a fait ça surtout avec des outils no-code qu'on commence à plutôt connaître ou dont j'ai déjà pas mal parlé finalement sur No Code and Money, qui sont Webflow. Le site, il est fait avec Webflow. Derrière, il utilise Airtable. Et au niveau du paiement, il utilise, si je me trompe pas, Gumroad. Alors d'ailleurs, pour le coup, je pense que Gumroad, il va se faire un petit peu allumer par les frais de Gumroad, et je pense que j'aurais plutôt utilisé un payment link de Stripe pour avoir des frais qui soient moins élevés. Mais je pense que la stratégie qu'il a eu derrière, c'était d'essayer de bénéficier de la communauté Gumroad, parce qu'en fait, quand vous publiez quelque chose sur Gumroad, ce qui se passe, c'est qu'ensuite vous êtes affiché et mis en avant pendant un certain temps, et ça peut vous permettre effectivement de pouvoir vendre plus facilement. Et d'ailleurs, on s'y trompe pas, puisque il a fait sa cible, ça se voit, c'est une cible qui est anglaise en fait. Dans un premier temps, il a tout fait en anglais, et forcément, c'est sûr que sur Gumroad, si vous allez chercher du client et vous voulez faire des sous, le passage à l'anglais est quasiment nécessaire. J'ai pas vraiment de chiffres sur les Français. Est-ce qu'il y a des Français qui font des sous dessus? C'est quoi, genre, j'irai voir la prochaine fois pour essayer de voir si je vois quelques projets Gumroad qui sortent et qui sont un peu sympas, pour voir s'il y a des trucs qui sont un peu cool et s'il y a des choses que vous pouvez répliquer avec des outils no-code assez facilement. Niveau pricing, je sais plus combien ils vendent ça. Je crois qu'on est autour des $39 ou autre. Mais bon, de là à dire que ça va être une licorne, je suis pas vraiment convaincu. Mais par contre, je trouve que c'est un side project qui est vraiment très bien exécuté, qui peut vraiment te faire du revenu passif par la suite, parce que justement, il a mis ça de manière très très simple. Ah non, tu vois, c'est même pas 39, c'est en early bird, et sinon c'est $50 à la fin. C'est quelque chose qui est hyper utile quand tu es freelance, parce que bon, se faire facturer, c'est quand même le nerf de la guerre. Après, c'est se faire payer, ça c'est encore plus difficile. Mais ça, c'est encore un autre business. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Bon, globalement, je pense que toi, évidemment, ça ne te servirait pas pour ton business, mais parce que tu n'es plus freelance. Mais voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de voir ça, et surtout de voir qu'en fait, ce genre de projet, clairement, c'est à la portée de quelqu'un qui maîtrise des stacks comme Webflow, Airtable et Gumroad, c'est-à-dire en fait pas grand-chose. Donc voilà, vous pouvez également partir sur ce genre de projet, non pas forcément pour faire concurrence, mais je pense que pour s'entraîner sur un petit side business, pour voir si déjà tu arrives à refaire quelque chose, franchement, c'est un bon exercice et c'est un bon projet. Donc voilà, c'était ce que je voulais te montrer. Tu as eu des chiffres, Gumroad, tu vois les chiffres sur Gumroad pour savoir combien il a fait au lancement, par exemple, ou des choses comme ça? Alors en fait, c'est lancé aujourd'hui, donc tu vois, genre là, je pense que si tu cliques sur le site,
Je crois que tu as un Gumroad genre direct et normalement, après, il donne les chiffres, le nombre de personnes. Moi, je le vois Alors, pas. la version française existe d'ailleurs sur Gumroad. Sur ce projet? Ouais. Ok. Mais je vois pas des infos sur le chiffre obtenu. Mais bon, ouais, c'est plus de la curiosité, hein. Le but, c'est pas d'exposer complètement son business et de montrer les chiffres non plus trop. Mais en tout cas, c'est un bon case study et dans le genre side project, comme tu le dis, simple à faire, utile, qui répond à un besoin. Moi, je trouverais ça très utile à utiliser parce que j'ai toujours fait des invoices vraiment dégueulasses d'un point de vue design. Euh, et la seule raison pour laquelle je ne pourrais pas l'utiliser aujourd'hui, c'est que sur Dotmarket, on doit absolument émettre les factures depuis le logiciel de compta officiel lié à Ok. notre résidence estonienne. Et ils sont OK, on va dire, tu vois, d'un point de vue design. Ils sont pas plus moches que ce que moi je faisais avant sur Word, exporté en PDF. Mais je trouve que ça fait quand même quelque chose. Et moi, quand je reçois un joli invoice, Mm. euh, c'est psychologique, hein, mais il y a un petit côté, genre, t'es un peu plus content de le payer que quand tu reçois une vieille facture toute moche avec un. Bah, c'est purement psychologique, c'est peut-être que moi, mais je trouve que ça a un petit peu de gueule. Quand on Ouais. voit un joli invoice, ça montre qu'il y a eu une sorte de travail de qualité jusqu'au bout. Tu sais, Ouais. la personne, elle a peaufiné son image de marque jusqu'à l'invoice, jusqu'au moment où tu dois sortir la carte bleue. Et c'est du détail, mais ça peut jouer sur l'image finale. Alors, c'est du détail pour moi qui a son importance parce que je pense que l'expérience utilisateur quand tu bosses avec un freelance, elle est du premier call ou du premier site web en fait qui lui amène un lead à la Mm. fin au paiement. Tu vois, je pense que tout ça, ça doit être pensé et c'est dommage en Ouais. tant que freelance finalement de pas optimiser un truc comme ça parce qu'en réalité, faire une belle facturation, c'est quand même pas très compliqué. C'est vraiment à la portée de, je pense, 99% des gens. Donc, Finalement, c'est ton globalement, image, c'est c'est ça, quoi. voilà. Comment tu appelles ça, ta charte graphique. Ouais. C'est une belle charte graphique qui te permet. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir si tu peux facilement sur l'outil, justement, venir intégrer les éléments de ta charte graphique d'origine, parce que c'est pour les freelances qui ont déjà bossé leur charte graphique, peut-être que ça sera un peu moins utile, mais pour les freelances qui l'ont pas bossé, c'est sûr que ça peut donner des idées. Après, par contre, il faut le mettre depuis le devis Ouais, voilà. jusqu'au logo et tout ça, quoi. Mais c'est une bonne base, ça donne des idées. Ouais, j'ai pas vu ce que ça donnait. J'imagine que peut-être c'est possible. Ça doit pas être très compliqué à faire. Par contre, le seul point sur lequel il faut faire attention, c'est que la facturation, c'est quand même quelque chose qui est donc lié à ta comptabilité. Donc, il y a du droit en fait derrière qui encadre en fait une facturation et il y a des mentions légales qui doivent être présentes, etc. Il y a une numérotation de facturation qui doit être Ouais. là. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, quand vous achetez euh, des beaux designs sur de la facturation, vous ne devez pas mettre en fait de côté le fait de prendre en compte sur votre domaine d'activité quelles sont les législations, les réglementations en vigueur au regard de sa facturation, parce que j'imagine que lors d'un contrôle fiscal ou autre, c'est peut-être des choses qui sont regardées. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre, c'est comme tout, il faut prendre l'outil toujours avec un peu de recul. L'idée est très bonne, mais il faut vérifier ces points-là. Ouais, à vérifier effectivement s'il y a bien les bonnes petites cases à compléter pour rajouter les mentions légales obligatoires. Sur le template que je vois là, ça a l'air d'être le cas. Tu vois, il y a la date, les contacts, des hidden fields avec des éléments mais à creuser. À creuser Ok. les terms and conditions. Ça m'a l'air assez complet. Là, je suis sur la version anglaise, donc ça a l'air quand même bien paramétré avec les terms and conditions, tu vois, à l'anglaise. Mais ouais, bon warning. Ok, Bon, bah cool. Deux petits super. projets. Voilà, Euh, c'était un petit projet que je voulais te partager. Je pense qu'en fait, surtout au-delà de ça, c'est un bon exercice peut-être à faire aussi pour ceux qui veulent se mettre sur des sujets no-code ou tester en fait des stacks d'outils différentes. Là, il y en a trois, hein, Webflow, Airtable
et Gumroad. Moi, à la place de Gumroad, j'aurais plutôt utilisé Stripe. Bon, voilà, chacun a sa petite stack. Et je pense que déjà, pour faire un side project, c'est une bonne idée de sa part. C'est plutôt bien exécuté. Et derrière, si jamais tu veux te former en fait aux outils no-code, c'est un bon sujet à essayer de mettre en place. Et puis, j'espère que ça va lui faire un peu de sous. Bon, moi, j'ai pas plus à rajouter sur ça. On est à 24 minutes et en gros, on pourrait enchaîner sur entre guillemets notre gros sujet. Et notre gros sujet, c'était monter une boîte en remote. Est-ce que c'est la meilleure idée de ce début d'année? Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu évoquer ça? Notamment, c'est le sujet du moment, hein. Ouais, Je sais pas, moi, mon LinkedIn, il est floodé de sondages, de questions de faut-il retourner bosser en présentiel, qu'allez-vous faire, le télétravail, le machin, le truc. Moi, c'est un débat que j'ai pas parce que tout le monde est en remote et j'ai toujours monté mes projets en remote. Mais je pense que c'est une question répétitive, mais c'est une bonne question à se poser. C'est une question qui s'est posée avec le Covid. Clairement. Sinon, il y a très peu de gens, malheureusement, qui se le posaient, alors que c'est un vrai sujet et qu'il y a plein d'avantages au remote. On va essayer d'en parler. Mais là, évidemment, les entreprises ont été forcées de passer au modèle du télétravail. Et aujourd'hui, on est à la phase où il faut se poser la question de est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a appris des bonnes choses? Est-ce que les gens veulent continuer? Est-ce que les gens veulent retourner? Et voilà, donc c'est un peu sujet d'actu, on ne va pas se mentir. Il nous est tombé tout chaud dans l'assiette. Voilà, c'est un débat qu'on a souvent sur nos organisations respectives. Ouais. Donc, ouais, on va pas se mentir, ça va être un peu débat. Je sais qu'on n'a pas les mêmes visions là-dessus, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, mais je pense que dans le fond, on sait pourquoi on a les modes de fonctionnement qu'on a, et si ça peut vous faire réfléchir en tant que créateur ou créatrice d'entreprise ou personne qui d'ailleurs se pose la question de est-ce que je veux continuer en remote ou est-ce que je veux retourner en présentiel, tant mieux, hein, c'est l'objectif. Ouais, je vais essayer de commencer plutôt comme ça parce que en fait, je pense que le premier truc finalement au fait d'être en remote, avant de mettre les pour et les contre, de voir en fait les recrutements, comment est-ce que ça s'organise, etc., comment tu maintiens l'équipe en team building, etc. Il y a quand même cette culture d'entreprise. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile à avoir. Et moi, tu vois, sur les autres boîtes que j'ai montées avant, c'était que des boîtes où on était en présentiel. Il y avait du télétravail toutes les semaines, quasiment 1 à 2 jours, mais tu vois, j'avais des locaux avec mes équipes, etc. Et en fait, moi, j'aimais voir les gens, tu vois. Et pour moi, alors que en vérité, tout le taf pouvait vraiment se faire à distance, mais tu vois, j'étais un peu dans cet état d'esprit, faut voir les gens, pas tellement pour les fliquer, mais tu vois, genre culture d'entreprise, il y a des bureaux, c'est comme ça que ça se passe, et bon, il n'y avait pas le Covid à l'époque, et bon, je suivais un petit peu le flow, et tu vois, aujourd'hui, avec Uncode School, ce que j'ai aussi, c'est de la formation en présentiel. Je pourrais facilement switcher sur un modèle en fait qui est totalement en ligne. Encore une fois, sur de la pédagogie, moi je trouve que c'est encore autre chose que du présentiel. Tu fais pas la même chose et je suis pas sûr que ça soit vraiment ma culture. Donc, est-ce que la première question que j'ai à te poser, parce que finalement j'ai la chance en fait de t'avoir en face de moi et d'avoir quelqu'un qui a pris cette option de tout mettre en remote. Est-ce que toi, finalement, c'est quelque chose sur tes boîtes où tu t'es dit depuis le départ, moi je bosserai qu'en remote. Donc ça fait quand même plusieurs années que tu montes des boîtes. Avant Dotmarket, tu as aussi monté d'autres trucs. Ou alors, tu as changé un petit peu, le Covid t'a fait changer, tu vois. Est-ce que... Non, le Covid n'a pas du tout fait changer, tu as raison, j'ai toujours tout monté en remote. Alors, précision quand même, Dotmarket, c'est la première fois que j'ai une équipe à proprement parler, c'est-à-dire une équipe qui bosse à temps plein pour le projet, avec qui je communique tous les jours, ou quasiment tous les jours. Je ne communique pas forcément avec tout le monde dans l'équipe tous les jours. C'est le seul projet où, tu vois, aujourd'hui, on est 4, on sera probablement 5 d'ici la fin de l'année et probablement peut-être 10 à la fin de l'année prochaine. Enfin, tu vois, dans une optique en tout cas de croissance, il va y avoir des recrutements. Alors que jusqu'à présent, j'ai toujours eu des projets où finalement j'avais des personnes en freelance
en rédac ou en design ou des choses comme ça, et un associé, très souvent. Et il s'avère que systématiquement, mon associé était sur le même mode de vie et style de vie que moi, c'est-à-dire mode de vie nomade. Et par conséquent, nos positionnements géographiques étaient rarement alignés pour se retrouver. Donc, depuis le début, ça a quand même été pas forcément un choix initial, c'est un peu quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est-à-dire que mes premiers projets sur le web, je les ai montés seul, puis ensuite je me suis associé avec Edouard, c'est la première personne avec qui je me suis associé sur de l'édition de site. On était ensemble aux Philippines, donc on se voyait assez régulièrement, puis on a quitté les Philippines, on est parti chacun de notre côté, on a commencé à voyager, et bah, il a bien fallu continuer à bosser, tu vois. Donc, on a basculé sur, OK, on essaye de se voir 1 ou 2 mois par an pour bosser en présentiel. Et là, tu fais des choses qui sont clairement différentes. On pourra en parler tout à l'heure. Je suis totalement pour le fait et totalement conscient que quand tu bosses en présentiel, il y a des choses qui se passent qui sont différentes de bosser 100% en remote. Mais bon. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est devenu un lifestyle et que pour moi, aujourd'hui, le remote, c'est finalement synonyme de liberté absolue de la façon dont je gère ma boîte. Et par conséquent, ça m'a poussé à recruter des gens qui étaient le plus alignés possible avec cette vision, donc qui sont capables d'embrasser la culture du remote. Et ça m'a permis aussi d'aller, je mets un petit peu tout, mais on va revenir sur les projets, mais ça te permet de comprendre mon choix stratégique. C'est qu'à terme, tu vois, il y a un moment donné où mon associée, Mayanne, aujourd'hui, elle vit dans le sud. Gilles, qui a rejoint l'équipe, il vit à Lille. Aurélie, qui bosse dans l'équipe depuis quasiment 1 an, elle vit à New York. Est-ce que je devrais me priver de ces profils parce qu'ils ne sont pas disponibles pour être à Usren-Weserlin dans mon patelin? Ou à l'inverse, est-ce que moi, je devrais me priver de ma vie à la campagne, au pied des montagnes, pour être dans une ville, à Paname ou quoi que ce soit, pour pouvoir avoir les meilleures chances de recruter les profils pertinents pour d'autres markets? Et ça, c'est une vraie question. Et ça peut contribuer à la question de la culture et de la stratégie et de plein de choses finalement. Bah à fond, parce que c'est finalement comme ça que tu construis une boîte. Moi, ça me fait beaucoup penser. La seule personne que j'avais entendue qui avait monté avant une boîte en remote de A à Z, c'est les gars de chez Buffer. En fait, qui sont Buffer. Pour rappel, c'est une boîte qui te permet de publier, de schedule en fait des tweets et de programmer tes réseaux sociaux. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Et eux, ils avaient mis ça en fait une culture totalement remote et ça, je trouve que c'est assez c'était assez fort. Moi, j'avoue que bon, j'ai lu quelques articles dessus, mais je reste assez impressionné parce que je crois que Buffer aujourd'hui, ils sont une centaine, voire peut-être même un peu plus. Ils sont une centaine. Alors, coucou Rodolphe. Rodolphe, ancien CFO de Buffer, Ok. j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années à Paris, qui est un mec adorable, qui a fait Google avant, Nomadisme, puis Buffer en remote. Et on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu justement sur les process. Ils ont beaucoup de process. C'est très bien organisé. Et je pense pouvoir. J'ai pas bossé chez Buffer, c'est purement mon ressenti. Hein, mais des échanges que j'avais eus avec Rodolphe, il y avait une vraie culture justement d'entreprise, mais qui est probablement liée au fait qu'elle a été créée comme ça. C'est-à-dire que tu vois, ils ont créé une culture du remote. Et c'est probablement très différent de créer une boîte en remote et d'implanter directement des éléments qui vont nourrir la culture d'entreprise que de prendre une boîte en présentiel et de la faire basculer en remote. Là, tu prends probablement un risque lié à la culture d'entreprise parce que tu lâches un petit peu tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour le remote. Personne n'est fait pour bosser tout seul tout le temps. Donc, il faut penser les choses. Et Buffer, ils ont pensé la société pour la faire grossir en remote avec des process, des meetings, des systèmes de reporting, des outils en interne pour communiquer qui étaient vraiment très avancés. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais moi, sur Dotmarket, c'est un vrai challenge aujourd'hui de recruter une équipe en remote parce que tout le monde n'est pas fait pour le remote et il faut le savoir au moment où tu fais tes recrutements.
Ok. Et c'est quelque chose que t'as des choses à partager sur. Tu vois, moi, ce qui me fait un petit peu peur sur le remote, c'est comment tu arrives à motiver tes équipes et à faire en sorte qu'elles gardent le même niveau d'implication au jour le jour sur le projet. Parce que finalement, tu vois, quand tu es en entreprise, ce petit chit-chat que tu as à la machine à café, alors tu vas pas passer ton temps à la machine à café, mais le fait de prendre une pause avec quelqu'un d'autre, d'échanger, le fait de pouvoir être débloqué, je sais pas, si tu as un problème, comment est-ce que tu fais pour qu'il y ait quelqu'un pour aller enfin, pas lui en parler, tu peux lui envoyer un Slack, mais parfois, franchement, je le vois en tout cas dans le milieu du développement ou autre, bah, tu poses ton ordi, tu dis au gars, bon, bah, j'ai fait ça, ça fonctionne pas, j'ai cherché pas mal de trucs, ça, c'est pas bon, est-ce que ça fonctionne? Et c'est pas la même chose que de se retrouver finalement dans son appart ou tu vois la question de ton employé qui est à New York. J'espère pour elle, mais je suis pas convaincu qu'elle vit dans un penthouse. Donc peut-être que tu vois, au bout d'un moment, tu as fait le tour de ton appartement et parfois quand tu as une difficulté, tu vois, tu es tout seul, enfin encore plus à l'étranger. Et en fait, pour moi, c'est ça le gros point, c'est comment est-ce que tu fais pour garder tes équipes impliquées. C'est une excellente question. Je pense, alors déjà, on n'a pas la formule magique chez Dot Market, loin de là, puisqu'il y aura des échecs, c'est certain. Mais par contre, je pense pouvoir affirmer assez, parce que c'est une discussion que j'ai souvent eue avec Mayan. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle de Mayan, mon associé, du coup, quand on parle de remote, on part souvent du constat que, ouais, mais tu vois, nous, on a l'habitude et du coup, des fois, on oublie que pour l'équipe, ça pourrait impliquer ça ou ça. Et ça, c'est une entrée en matière qui est importante. Nous, on a l'habitude de. Et c'est une réalité. Moi, j'ai l'habitude de bosser en remote. Et par conséquent, je me suis bâti un mode de travail qui est le plus proche de ce qui peut me rendre le plus performant. Attention, il peut toujours être challengé et d'ailleurs, il est toujours en constante évolution. Mais tu as raison. Est-ce que je pourrais faire du remote si je vivais dans un studio à Paname? Non, absolument pas. C'est pour ça que je vis dans une maison avec jardin à la campagne. Tu vois, c'est choisi. Ça fait partie aussi de la création d'un cadre de travail qui me permet au quotidien de me sentir bien et de ne pas me sentir oppressé. Je vis dans une maison. Depuis 2 mois, j'ai un vrai bureau. Avant, je travaillais dans ma véranda. C'était cool parce que j'avais une jolie vue sur le jardin, mais c'était un peu mélangé parce que c'était aussi l'espace où je dînais le soir et du coup, j'avais tout le temps mon ordi qui traînait sur. Donc, j'ai aménagé un bureau. Maintenant, j'ai un vrai bureau. J'ai toujours la vue jardin, un peu moins grande, mais quand même la vue jardin. Et ben, ça me fait du bien, tu vois, d'avoir un vrai espace de bureau. Je vais mettre mon deuxième écran. J'ai ma bibliothèque en face. Je suis en train d'installer un tableau blanc pour prendre mes notes. J'ai accroché mes tableaux au mur pour créer une atmosphère. Donc, il faut créer l'espace de travail. Mais ça, c'est très personnel. C'est-à-dire que si tu Non, je pense pas. Je pense pas. Pour le coup, ce que tu dis, c'est très vrai. Créer l'espace personnel, en fait, autant la culture d'entreprise un peu classique, c'est tu prends des bureaux, t'organises et tu mets en place ces bureaux pour que, en open space ou pas en open space d'ailleurs, pour que les gens puissent avoir un endroit réservé aux professionnels. Le problème, quand tu es en remote, la plupart du temps, finalement, tu te retrouves chez toi. Et donc, il faut créer cet espace de travail. Donc, en fait, pour l'entreprise, il y a deux challenges. Soit elle participe un peu au paiement, je sais pas, d'un appartement avec une pièce, elle paye la pièce supplémentaire de l'appartement qui est liée au bureau. Soit sinon, elle loue un espace de coworking. Le problème de l'espace de coworking, de mon point de vue, c'est que si jamais une personne est dans un espace de coworking avec d'autres personnes, effectivement, elle fait bien distinction entre pro-perso. Mais moi, pour avoir été dans pas mal d'espaces de coworking que j'ai trouvé plutôt assez cool, en vrai, je me suis fait plein de potes que je voyais en présentiel dans ces espaces de coworking. Je me disais, franchement, leur business, il est cool. Et ça me donnait parfois un peu moins envie
de bosser soit sur mon projet, soit sur le projet des autres, parce que finalement, tu as une relation avec des gens et tu échanges sur leurs problématiques et tu essayes de les résoudre pour les aider, ils essayent de t'aider. Et en fait, tu as cette relation qui se fait. Et donc, là, tu vois, encore une fois, j'ai pas la formule magique. Soit tu restes chez toi, et c'est vrai que l'option vie perso, vie pro, d'autant plus si tu as des enfants, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et l'option full coworking, voici où ça peut mener, et concrètement, je l'ai vécu, tu vois. Donc, ça peut aussi arriver. Je sais pas comment tu fais, toi, pour le coup, sur Ouais, ça. je pense que c'est très individuel, c'est-à-dire que chaque individu va avoir son approche idéale. Et à mon avis, la réussite d'une entreprise dans le remote passe par l'acceptation que tu peux pas demander à tout le monde de bosser chez soi, tu peux pas demander à tout le monde de bosser en coworking, et tu peux pas demander à tout le monde de venir au bureau. Il y a probablement un modèle hybride à imaginer. Euh, je pense qu'il ne faut pas supprimer entièrement le présentiel. Ça, c'est certain. Parce que même nous, tu vois, avec Dot Market, le mois qu'on a passé tous ensemble à Tenerife en début d'année, ça a créé des liens qui n'existaient pas dans l'équipe avant. Ça a permis de bosser sur des choses, de se dire les choses, de se challenger, tu vois, et c'est des choses très importantes. Et j'ai hâte qu'on puisse refaire, tu vois, une sortie. Alors peut-être que la prochaine fois, on ne pourra pas partir un mois, parce que plus tu agrandis l'équipe, plus tu fais rentrer des profils qui n'ont pas forcément la disponibilité. Tu vois, Gilles, il a des enfants, il va peut-être pas pouvoir nous rejoindre pendant un mois quelque part. Mm. Mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre pendant peut-être une semaine, tu vois, pour vivre cette expérience ensemble. Et on le Ok. pensera différemment. Mais c'est très individuel parce que il y a des gens qui sont faits pour travailler seuls et il y en a qui sont faits pour travailler en équipe. Et c'est très difficile d'attendre de quelqu'un qui a toujours bossé en équipe, qui a besoin d'être encadré physiquement, de basculer sur du télétravail complet. C'est pas, tu vois, c'est même là, on n'est même pas sur une question de créer ton espace de travail. Tu verras, ça ira mieux si tu as un joli bureau. C'est des choses qui peuvent aider. Mais je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ne sont pas faits. Tu vois, mentalement, c'est pas leur truc. Ils vont se sentir seuls, ils vont se sentir isolés, ça va pas les motiver. Et il y en a d'autres, c'est mon cas. J'ai besoin de bosser seul pour, euh, pour maintenir mon énergie focus sur mon travail. Et par Et contre, j'ai énormément de plaisir à aller me créer des occasions de travailler avec des potes, des collègues, des associés ou des gens que je connais pas, pour avoir un petit peu plus, tu vois, ce côté social que tu évoquais. Mais du coup, tu vois, il faut pas demander aux gens de ton équipe d'être en remote s'ils sont pas faits pour le remote, ça sera très difficile. Et à l'inverse, il faut pas demander à des gens qui aiment bien bosser en calbut chez eux tranquille et qui sont productifs comme ça, de devenir des adeptes du coworking ou de la vie en mm. entreprise, parce que en fait, ces gens-là, ils seront pas plus productifs. Tu vois, il y aura autre chose qui leur pèsera. Et si on rentre un petit peu dans les process, alors même si vous le faites pas, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être un début de commencement d'idées pour avoir une boîte en remote, je sais pas, genre le matin, est-ce que c'est déjà des horaires fixes pour le coup, parce que tu vois, c'est cette question de vie pro, vie privée. Vie perso, vie pro, pardon. Est-ce que tu vois, il faut bien délimiter des moments où tu travailles et des Ouais, moments en fait où tu ne travailles pas, tu vois, parce que c'est ce qui fait déjà une bonne santé mentale, hein. Je pense en tant qu'entrepreneur, si tu arrives à faire vraiment la différence, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu vois, tu parlais un moment de team building, le fait que vous partiez à Tenerife, à l'étranger, etc. Est-ce que c'est un début de réponse? Est-ce que le matin à telle heure il y a un stand-up meeting, ou alors en fait chaque semaine il y a 2 heures et ça parle pas forcément des problèmes où la boîte en est. Est-ce que vous avez en fait des rituels, parce que je pense qu'il y a le ouais. côté ritualisé, ça joue pas mal. Moi après, ça me fait beaucoup penser finalement à la culture alors peut-être que je vais un peu trop loin, mais un peu à la culture open source. En fait, les développeurs sur pas mal de logiciels en fait open source, il y a un gars, une nana ou des équipes de personnes qui sont mis ensemble en disant je vais faire un logiciel open source, et puis ensuite on va le distribuer à la communauté, et à la communauté on va continuer à travailler dessus. WordPress, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait
WordPress, il est open source. Les personnes qui bossent chez WordPress.com, ils ont, je crois, 10% de leur temps qui est dédié à l'amélioration de WordPress.org, donc du core projet de WordPress. Mais il y a d'autres personnes qui ne bossent pas chez WordPress qui sont également, en fait, administrateurs ou qui sont développeurs. Alors, full-time, je pense pas, mais qui sont développeurs dessus. Et en fait, c'est comme s'il y avait une deuxième entreprise qui s'était créée dessus. Et donc, tu vois, GitHub, est-ce que, je sais pas si tu en as entendu parler, GitHub, c'est pour tout ce qui est versionning du code. Est-ce que c'est peut-être le début d'une réponse avec des validations en équipe, etc., des forums qui se mettent en place avec des personnes qui discutent sur des features particulières? Est-ce que c'est aussi peut-être un début de réponse pour arriver à ritualiser des éléments d'une entreprise en remote? Je sais pas, je te pose un peu la question pour voir ce que vous avez fait et ce que tu penses de ça. Ouais, je pense pas qu'il y ait c'est trop tôt pour dire qu'il y a une recette qui fonctionne ou pas. J'ai une amie qui bosse dans une boîte 100% en remote. Ils ont un stand-up très régulier. Je vais peut-être pas dire tous les matins, mais assez régulier. Donc, je sais que ça se fait. Je sais que nous, on est plutôt sur un modèle où on a un point avec Mayan le lundi. Et ensuite, on fait un point en équipe pour reprendre les priorités de la semaine l'après-midi. Mais on est en train de discuter si on ne le fait pas le vendredi, tu vois, parce que finalement, sinon, tu perds le lundi matin pour l'organiser. Donc, c'est toujours du test and learn. Hein. Il ne faut jamais que ce soit figé, je pense, parce que c'est trop tôt. Et puis, chaque fois qu'on recrute quelqu'un, il faut s'adapter un petit peu aussi au modèle. Ce qui est certain, c'est que la communication, moi, j'ai vu que chez DotMarket, à partir du moment où on oubliait de communiquer, où on oubliait de maintenir le lien, c'est là qu'il pouvait y avoir de la déperdition d'informations ou de motivation, c'est certain. Donc, il faut les outils, il faut créer les process. Après, je suis très partisan, et donc ça, c'est une force et une faiblesse hein, pour une boîte, mais je suis très partisan de l'autonomie individuelle et de la prise de décision individuelle. Donc, tu rejoins DotMarket. C'est sûr, il y a des heures qui sont un peu fixes. Les heures où on fait notre meeting, mais tu vois, c'est toutes les semaines à la même heure. Je m'attends à ce que tout le monde soit disponible. On a des objectifs. Des fois, il faut être disponible à un moment T, tu vois. Donc, il y a des plages horaires qui sont un peu figées. Vu qu'on passe beaucoup de temps au téléphone avec les clients, évidemment, c'est bien d'être disponible sur les horaires où les clients sont disponibles, tu vois, Okay. pour appeler. Maintenant, pour faire un audit sur DotMarket, tu n'as pas besoin de le faire entre 9h et 11h. Si tu veux le faire entre 23h et 1h du mat, il n'y a pas de problème. Donc, on en revient encore une fois à l'importance pour créer une culture remote d'embaucher des gens qui sont à l'aise avec cette culture du remote, qui sont à l'aise avec cette capacité à s'organiser eux-mêmes de manière à ce que ce ne soit pas pesant. Parce que chez d'autres personnes, il va falloir être plus strict. J'aime pas ce mot, mais c'est une réalité. Tu vois, il va falloir poser un cadre plus strict. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de se pointer tous les jours, tu vois, 9 to 5, si du jour au lendemain, tu lui dis, mais en fait, maintenant, tu bosses quand tu veux. Il y en a qui vont embrasser l'idée et ils vont se réorganiser. Ça va être nickel, tu vois, ils vont s'épanouir dans ça. Et tu en as d'autres qui vont être complètement perdus. Parce que 9 to 5, dans un cadre, eh ben pour certaines personnes, c'est nécessaire. Et si tu leur enlèves ce cadre, 9 to 5 chez eux ou chez elles pour bosser, c'est freestyle complet et il n'y a plus de capacité réellement à maintenir cet effort. Donc, tu vois, très individuel. Et du coup, si tu veux monter une boîte remote, bah, faut pas recruter des profils qui ne sont pas aptes à faire du remote. C'est un peu une lapalissade, hein, mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Maintenant, la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont habitués à travailler en remote. Donc, trouver des profils à l'aise avec ça, ça veut dire s'orienter vers des consultants ou des gens qui ont déjà eu une expérience entrepreneuriale ou de freelancing ou quoi que ce soit. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes salariées en 9 to 5 qui sont des gens en remote qui s'ignorent, tu vois. Et il y en a probablement beaucoup qui se sont découverts tout à fait aptes à organiser leur temps de travail et être très productifs ou productives grâce
au Covid, si on peut dire. Mm. Mais par contre, il y a probablement des gens aussi qui ont découvert qu'ils n'étaient absolument pas faits pour faire ça et que eux, il fallait absolument qu'ils retournent en entreprise pour pas péter un câble et perdre leur motivation. Bah là, aujourd'hui, c'est la bonne question pour une entreprise, probablement de faire des entretiens individuels pour vraiment mesurer. Et moi, tu vois, si demain j'avais 50 employés, bah, je pense que je prendrais le temps, même si ça me prend un mois, de tous leur parler et d'essayer d'identifier, tu vois, sur les 50, qui a kiffé travailler en remote, qui a créé comment ils se sont organisés, pour apprendre justement comment ils se sont organisés, comment ils se sont structurés, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour se motiver. Prendre tout ça, en faire une knowledge database qui puisse être utilisée par toutes les autres personnes de la boîte. Et à l'inverse, toutes les personnes qui me diraient, alors moi par contre, la productivité, elle a été pétée, ma motivation, je suis passé proche du burn-out, je me suis ennuyé, je me suis senti seul. Ces gens-là, par contre, il faut les récupérer, tu vois. Euh, Si tu veux basculer sur du remote, va falloir t'en séparer. Il n'y a pas le choix, parce que ces gens-là, ils ne seront pas heureux en remote. Ou alors, il faut justement basculer sur un modèle hybride où tu fais venir les gens qui ont besoin d'être entourés et tu laisses travailler en remote les gens qui ont kiffé travailler en remote. Et après, tu crées des moments hybrides, mixtes, pour évidemment pas créer deux groupes complètement scindés, mais tu vas pouvoir les réunir quand c'est nécessaire. Mm. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser un petit peu je sais pas pourquoi, je reviens un petit peu sur le sujet aussi de la culture d'entreprise. Je me rends compte qu'en fait, quand tu mets ça à l'école, en fait, historiquement, on n'est pas du tout formaté pour travailler en remote. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à une certaine heure le matin, on est en rang pour rentrer ensuite en classe, on est en présentiel, on doit écouter quelqu'un qui nous surveille sur un travail qui, lui, il a ordonné. Et en fait, cette autonomie, finalement, c'est pas un truc sur lequel. Alors, bon, ça fait longtemps que je suis plus au collège, mais globalement, est-ce que peut-être que je pense que ce travail en remote ou en télétravail, c'est quelque chose qui va devenir en fait de plus en plus évident dans les années à venir. Je pense que pas mal de personnes qui justement sont au collège-lycée commencent à maîtriser beaucoup plus l'informatique que nous, peut-être, on savait le maîtriser à notre époque. Donc, en fait, le télétravail, ça doit devenir un peu évident, mais tu te rends compte qu'en fait, l'école, elle n'est pas du tout encore formatée pour ça. Et je pense que pendant le Covid, ça s'est vu. Les profs ont tous galéré de ouf à travailler en remote parce que en fait c'est pas prévu pour ça, et donc là tu te rends compte qu'en fait il y a un vrai décalage dessus, et c'est pour et je fais le lien quand même avec ce que tu veux dire, mais c'est justement, est-ce que en fait il n'y a pas une sorte de palier, enfin pour moi quand tu sors de l'école c'est quand même assez difficile de peut-être être en remote, c'est quelque chose sur lequel t'es pas habitué. Est-ce qu'il faut pas justement un moment où tu t'y habitues, je sais pas, tu pars à l'étranger, tu vois, et ensuite, tu vois, tu as une expérience et tu deviens un peu plus senior, et là, tu peux vraiment rentrer en autonomie sur des postes en remote. Est-ce que dans ce recrutement que toi, tu fais, justement, tu cherches des gens qui sont plutôt seniors? Est-ce que embaucher un junior en remote, globalement, c'est un truc qui court à la catastrophe? Je pense que ça risque d'être plus compliqué si la personne, effectivement, elle est encore dans un processus d'apprentissage très calqué sur le fait d'être très entouré. Parce que là, ça sera peut-être pas la bonne boîte de rentrer avec des gens qui sont que en remote et moi, j'ai pas, tu vois, un encadrement naturel. Je, je, Ouais. je travaille très bien avec des personnes qui sont autonomes et je peux me rendre très disponible pour former quelqu'un, l'accompagner, etc. Mais par contre, je vais avoir une patience naturelle limitée sur le micromanagement. Donc, je ne vais pas être un bon recruteur, tu vois, un bon manager, un bon chef d'équipe avec des personnes qui ne seront pas aptes à le faire. Parce que je vais pas leur apporter ce que ces personnes auront besoin en termes de- d'encadrement et de présence. Et je ne serai pas satisfait du manque d'autonomie potentielle. Donc, tu sais, tu cours à la catastrophe parce que tu ne trouves pas ton point d'alignement. Mais après, quelqu'un de senior qui a passé 30 ans en boîte ne sera pas forcément plus flexible pour accepter cette autonomie nouvelle. Donc, je
Je dirais que c'est encore une fois très lié à la personne. Euh, Quelqu'un de junior, mais qui par exemple a bien vécu les cours à distance, qui a déjà voyagé un petit peu tout seul ou toute seule, sera probablement beaucoup plus à même de se sentir épanoui dans ce modèle-là. Reste à voir s'ils arrivent à se focaliser sur un aspect professionnel, parce que c'est pas pareil de te sentir bien tout seul, de savoir voyager, d'être cool, tu vois, en autonomie, etc., et de réellement savoir travailler seul et en autonomie. Mais à l'inverse, si tu as été trop cadré et que tu as énormément d'expérience à reporter tous Ouais. les jours, tu vois, des choses très précises, tu auras énormément de mal et ça va être un challenge pour toi de te plier à cette nouvelle flexibilité. C'est un peu. Tu as tellement d'expérience avec les choses strictes que du coup, la nouvelle flexibilité, elle va être difficile à apprivoiser, quoi. Ok. Euh, Question, est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est scalable? Dans le genre, là, tu dis que vous allez être 5 à la fin de l'année, vous serez peut-être 10 en fait à la fin de l'année prochaine. Donc, bon, ça augmente et tout. Donc, toi, Mm. tu vas pas changer, en fait, vous n'allez pas changer de modèle sur d'autres markets sur le côté remote. Euh, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est scalable et si oui, jusqu'à combien en fait? Bah, tu vois, enfin, Buffer en est un exemple, hein. Globalement, Ouais. ils ont réussi à scaler jusqu'à 100. Euh, je pense qu'il y a de mon point de vue, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels tu peux scaler, d'autres tu peux pas scaler. Peut-être il y a même des professions dans lesquelles c'est plus facile de faire du télétravail. On le sait Ouais. bien, genre les commerciaux, être chez eux et faire du cold calling. Enfin, franchement, tu perds 75 à 80% de tes équipes sur le long terme, sur du remote, sur du commercial. Je pense Donc, que il y a plus ce côté loup de Wall Street qui est là. Mais ouais. comment toi, tu vois les choses? En fait, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Ça dépend du poste. Et alors, oui, c'est scalable. Pourquoi? Simplement parce que, c'est scalable en termes de coûts. Déjà, tu t'économises les coûts de regrouper tout le monde dans un bureau. Demain, tu veux scaler une boîte de 10 à 100 employés en présentiel. Tes coûts fixes pour accueillir tout le monde, il faut les prendre en compte. Mm. Tes coûts fixes pour passer de 10 à 100 employés en remote, ok, tu vas upgrader ton compte Zoom, tu vois. ou, ou ton compte Slack, ou tu vois ce que je veux dire. Tu vas Pas upgrader forcément, des. tu vas peut-être devoir leur payer des locaux sur un coworking. Enfin, tu vois, donc. Alors, bah, ça dépend du remote que tu fais. Empire Flippers, tiens, concurrent américain. Hein, concurrent, encore une fois, on n'est pas sur le marché américain, mais gros acteurs américains, ils sont 70 aujourd'hui. Une grosse partie est en remote. Et quand je te dis en remote, alors eux, ils se focalisent sur les US parce qu'ils essayent d'avoir des clients disponibles sur les fuseaux horaires Ouais. américains. Si tu n'es pas aux US, tu dois quand même travailler sur les fuseaux horaires US. Donc, faut s'adapter. Mais globalement, les meilleurs profils sont pas forcément disponibles dans la ville où tu mets ton bureau, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, les meilleurs profils sur Dotmarket, je ne sais pas où ils sont. Et s'ils vivent en Thaïlande, ou ils vivent aux États-Unis, ou ils vivent en Afrique du Sud, j'ai pas envie de m'en priver parce que ils sont pas sur le même fuseau horaire que moi ou ils sont pas dans la ville que je veux et je voudrais absolument qu'ils viennent bosser en présentiel. Mais par contre, tu pointes du doigt quelque chose, ça dépend du poste. Et dans ma vision du développement de notre market, il y a peut-être un moment où il y aura une partie en remote de l'équipe et un pôle, par exemple un pôle commercial, tu vois, un pôle qui a besoin de se nourrir un petit peu de challenge, de goals, parce qu'ils sont rémunérés plus aux variables et que quand tu es rémunéré plus aux variables, il faut que tu aies un petit truc en plus, parce que, tu vois, il faut peut-être que pour le rôle commercial, effectivement, un jour, on aura un pôle avec 2, 3, 4, 5 personnes qu'on essayera de regrouper. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté d'ailleurs, parce qu'un de mes associés sur un autre projet vient de s'installer à Barcelone. Il est en train de recruter une équipe de sales sur place et on en parle des fois. Je lui dis, bah, moi aussi, je devrais avoir des sales à Barcelone. Comme ça, ils bosseraient avec tes sales. Et puis, quand je viendrais bosser avec toi sur ta boîte, et ben, en fait, on pourrait, tu vois, aller voir nos équipes de sales en même temps, etc. Et là, je pense qu'il y aurait une vraie synergie, tu vois, et euh,
un boost d'énergie à regrouper des gens dans les mêmes corps de métier au même endroit. Ça, c'est stratégique. Par contre, essayer de regrouper dans le même bureau quelqu'un qui fait de l'audit avec un commercial qui passe son temps au téléphone, avec un web designer qui nous aiderait à faire développer, tu vois, de l'image sur notre market, et puis un dev, tiens, parce qu'on veut faire la V2, aucun intérêt. Ces 4 personnes-là n'ont pas de communication au quotidien autre. Bien sûr, elles peuvent bien s'entendre et avoir envie de communiquer, mais leur travail ne nécessite pas d'être dans le même espace. Ouais. Donc, scaler en les regroupant n'a pas d'intérêt. Scaler en regroupant une équipe de devs, ouais, probablement très intelligent. Mais est-ce que les devs auront envie de bosser ailleurs que chez eux? Tu vois, c'est peut-être un profil cliché, tu sais, mais le profil du geek dev qui veut bosser de chez lui, bah moi, pas de problème, continue. Mais pour les commerciaux, j'y pense assez régulièrement, et je pense qu'effectivement, pour le travail répétitif lié à l'aspect commercial, ça peut être intéressant à un moment donné de réfléchir à regrouper les personnes qui font le même métier pour qu'elles puissent se nourrir de cet aspect humain, surtout si c'est des personnes qui sont excellentes, mais pas faites pour le remote. D'autant plus. Ok. Dernière question que j'ai en tête. Quand tu recrutes, en fait, tu as une technique de recrutement pour regarder pour chercher des gens en remote. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle remote.io. Je me demande si ça n'a pas été lancé par Peter Level. C'est pas lui qui a lancé ça d'ailleurs? Alors, remote.io, c'est Remotive. Ah, Remote, il y a Remotive.io, c'est Rodolphe dont on parlait tout à l'heure, ancien CFO de Buffer. Ok. Et il y a probablement Remote.io. En fait, je crois, moi j'avais entendu que c'était Peter Level qui avait monté ça et d'ailleurs qu'il l'avait revendu. Ben, ça fait 2 ressources pour trouver des jobs en remote. Tu as remote.io, effectivement, Discover the best remote jobs to work from home. Et remotive.io, qui est une marketplace. On aura beaucoup parlé de Rodolphe pendant cet épisode, mais montée par Rodolphe, justement, pendant qu'il était CFO de chez Buffer, avec l'objectif de mettre sur le marché des offres de jobs en remote. Très axé dev. Mais ouais, il y en a Tu te plein de sers de cette plateforme ou toi, tu as une autre technique en fait Alors, pour le coup? pour l'instant, je fonctionne beaucoup au réseau parce que c'est un vrai métier, recruter, et moi, je fonctionne beaucoup au feeling et au réseau. J'aime bien des gens, c'est peut-être un peu auto-centré, tu vois, mais j'ai trouvé que j'avais des bonnes compatibilités avec des gens qui connaissaient mon parcours et mon métier. Euh, Voilà, donc bien sûr, ça c'est pas scalable, hein. Je vais pas pouvoir recruter que des gens qui connaissent mon activité d'éditeur de site, qui sont éditeurs de site. Tu vois, c'est pas possible. Tôt ou tard, il y aura un blocage. Mais par contre, pour l'instant, c'est quelque chose qui me permet d'avoir des affinités, on va dire. Après, non, on avait testé une plateforme de multi-postage, tu vois, sur différentes plateformes de petites annonces. Ouais. Ça, c'est compliqué. On n'est pas encore assez avancé pour parler de ça, tu vois. C'est vraiment complètement amateur de ce côté-là, hein. On n'a pas quelqu'un qui fait du RH, on n'a pas des process de recrutement vraiment très structurés. C'est encore beaucoup au feeling. Et le feeling, c'est pas scalable, par contre. Au bout d'un moment, il faut des process. Il faut des process, il faut des choses pour tester. Au début, c'est facile parce que de toute façon, tu as besoin de plein de monde pour faire plein de choses. Donc, mais par contre, c'est pas un moyen très stratégique de recruter sur du long terme parce Ouais. que ça peut faire des erreurs de casting ou des erreurs de négociation de salaire au début ou des erreurs tu recrutes trop vite et tu promets trop de choses. Et donc ça, je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire attention en amont. Ce qui est certain, c'est qu'il faut le plus tôt possible penser à la culture d'entreprise pour revenir, tu vois, au premier point qu'on évoquait. Et que c'est bien dès le début de pouvoir l'annoncer et de pouvoir se créer des fondations solides pour faire en sorte que ça puisse être scalé dans le futur. Si tu le sais pas et que tu y vas trop à l'arrache, c'est là que tu fais des recrutements de gens en te disant ça va le faire alors qu'en fait ils sont pas faits pour le remote et ainsi de suite. Et est-ce que tu crois que pour lever de l'argent, le fait d'être une boîte en remote,
c'est quelque chose en fait qui peut faire un peu peur aux Ouais, VC ou pas. ça, ouais. J'en ai aucune idée Ça, en j'en vrai. suis persuadé. J'en suis persuadé parce que finalement, si tu prends les VC, bon, et on avait dit pas de clash, Et si, c'est mais pour annoncer le prochain, il faut clasher. et franchement, ok, alors d'accord, clashons. Non, mais euh, VC, old school. Ouais, Pas tout le monde, on termine évidemment. l'épisode dessus, tu vois. C'est parfait, VC VC old old school. school. Voilà, j'ai pas parlé à des VC, attention, je veux pas faire du jugement parce que s'il y a des VC qui nous écoutent et qui disent mais t'as déjà parlé à un VC, non, j'ai jamais parlé à des VC, mais j'ai très régulièrement des acheteurs qui s'inscrivent sur la base de Dot Market avec qui j'échange, qui me posent la question, ah comment vous vous développez, vous avez déjà pensé à lever, enfin tu vois, il y a des acheteurs Mm. qui nous contactent qui en fait sont VC, ont déjà acheté, vendu des boîtes, tu vois, ont une vraie Ouais. grosse expérience et s'intéressent aussi au parcours entrepreneurial qu'on a avec Dot Market et pas que au dossier qu'on a à vendre. Et en général, c'est vraiment des discussions que j'apprécie avoir parce que ça m'est arrivé de me faire, je ne vais pas dire coacher, tu vois, mais des fois, j'ai des calls avec des acheteurs potentiels sur Dot Market qui me partagent leur expérience. Qui me disent t'envisages quoi pour la levée, je leur expose un peu mes doutes, mes questions, machin, puis ça part en discussion. Tu vois. Donc j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça et le sujet s'est déjà posé. Euh, ok, vous êtes combien? Vous bossez en remote? Euh, vous êtes bootstrappé? Wow, les VC, ils pichent pas trop ça, quoi, tu vois. Ok. Il y a beaucoup d'incompatibilités là-dedans. Un, t'es personne. Tu vois, j'ai jamais bossé dans une boîte connue. Donc déjà, ton CV, c'est difficile de le faire valoir. Euh, C'est plus dur, mais c'est pas impossible. Je pense que là, il y a quand même pas mal de VC qui sont ouverts à des profils en fait qui. T'as quand même un track record, tu vois. C'est pas Tu l'as ça dit, peut c'est jouer. plus dur, mais pas impossible. Et tu rajoutes ensuite le fait que ça soit complètement autofinancé. Tu rajoutes ensuite le fait que ça soit complètement en remote. Et tu vois, et en fait, plus tu rajoutes des couches, plus tu arrives avec un dossier où un VC va te regarder et va faire. Alors, ça coche aucune des cases que j'ai besoin de cocher, tu vois, pour dire background solide, école de commerce solide. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et après, encore une fois, faut pas généraliser. Je pense que c'est juste que c'est pas encore très connu. Et donc, effectivement, c'est très difficile quand tu es VC et que tu dois jouer avec ton argent ou l'argent des autres à faire des paris sur des boîtes qui vont réussir et que tu as étudié des modèles qui sont très structurés, qui ont fait leurs preuves, on va dire, et que ce modèle qui a fait ses preuves, c'est une équipe de 3 cofondateurs avec un profil tech, un profil marketing, un profil content, que c'est sorti d'école de temps, que c'est 5 années d'expérience de machin de trucs, et qu'ensuite tu arrives face à des startups euh, ou des projets qui sont créés par des gens qui n'ont pas fait de grandes écoles, qui n'ont pas trop d'expérience dans des grosses boîtes Ouais. et qui travaillent en remote, ben, il n'y a pas de track record. Et il va falloir un petit peu de temps et de succès de la part de VC qui vont prendre les paris de le faire pour arriver à créer ces nouveaux codes et ces nouvelles matrices d'investissement et faire en sorte que des projets comme ça soient plus facilement finançables. Mm. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer, ça ce serait un des objectifs qu'on voulait faire, d'essayer de se faire vraiment un épisode VC un peu plus costaud en invitant quelqu'un et en posant franchement nos questions qu'on aurait envie de faire. Nous, on est quand même au début de nos boîtes finalement, mais on a aussi fait d'autres boîtes avant qui étaient bootstrappées. Donc ça pourrait être vraiment très cool. Il faut qu'on se trouve un bon VC qui voudrait bien entrer dans la conversation. S'il y en a qui voient cette vidéo, qui ont des noms à nous conseiller, on est assez preneurs. Ça nous plairait bien vraiment de faire de faire un vrai sujet dessus, quitte à ce que ça dure un peu longtemps sur le sujet pour essayer vraiment d'avoir des clés. On a pas mal de questions et des expériences différentes, donc ça pourrait être très cool. Un VC qui aurait investi dans des projets remote et no code, Ah ouais, ouf, s'il te plaît, viens. viens. Oui, 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 ça serait bien. Faut pas désespérer, mais je pense que ça va être chaud quand même. Ouais, mais vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui a eu cette expérience d'investir dans des boîtes remote et no code, si possible les deux, mais au moins un des deux, franchement, mettez-nous en relation et on a plein de questions à lui poser. Et je pense que ça ferait un super épisode
Carrément. Le faire en live pour que vous puissiez poser des questions aussi. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. Il nous faut le contact. Par contre, moi, je ne l'ai pas en tout cas. Ça va peut-être venir via Dotmarket, ça viendra peut-être via une code school, tu vois, parce qu'on est quand même dans des univers où on est amené à discuter avec des gens qui investissent de l'argent. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient ce double background. Donc, si vous en connaissez, vraiment, ce serait, à mon avis, un super épisode. Je suis biaisé, mais ce serait un super épisode. Bon, bah, comme ça, on peut en terminer là. Je pense que ça fait 1h10 qu'on est dessus. Je sais pas si tu voulais rajouter particulièrement quelque chose sur le sujet ou pas. Non, je pense qu'on a le tour de la question. J'ai pas particulièrement finalement pris la parole en fait sur la partie Uncode School dessus. Enfin, moi, je suis vraiment sur la formation en présentiel, mais je pense que ça, c'est des choses à la limite dont on pourra parler ou qui sont peut-être plus faciles à comprendre. Moi, ce qui m'intéressait finalement, c'est vrai que cet épisode est peut-être un peu différent de rentrée. C'était une interview de Kevin, mais ce sujet, moi, m'a pas mal plu parce que vraiment le sujet du remote, j'ai pas de choses préconstruites. Finalement, je connais quand même énormément de gens autour de moi qui bossent en télétravail, mais très peu de personnes qui ont des boîtes full remote. Tu vois, donc c'était cool d'avoir ton avis que j'essaye de comprendre. Donc, merci pour ça. Quoi dire d'autre ? Bah là, je pense qu'on peut clôturer. Globalement, cet épisode, il sera disponible également, comme l'année dernière, donc sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à venir venir vous abonner, à venir commenter, etc., à nous donner vos retours parce que c'est ça qui nous motive vraiment à continuer et à trouver des nouveaux sujets. Vous dire n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Kevin, on se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, je vous souhaite effectivement bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez ça. À plus, bye bye. Ciao Bilal, ciao tout le monde.